Hello, 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 bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live, donc live spécial anniversaire, parce que comme j'en ai parlé ce matin sur Twitter, bah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 47 ans, et oui, oui, ma bonne dame, on ne rajeunit pas. Salut Mister, bah, merci à toutes et à tous pour mes vœux d'anniversaire. J'ai eu pas mal de messages ce matin, que ce soit en DM, sur Twitter, LinkedIn, par SMS, voilà. Donc ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Et donc, ouais, je viens de passer. Ah, pour une fois, tu peux suivre le live. Ah bah écoute, c'est cool. C'est l'avantage d'avoir son jour d'anniversaire qui tombe un jour férié. Donc, c'est très bien comme ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, je disais que, bah voilà, 47 ans aujourd'hui, depuis cette nuit, minuit 30, 0h30. D'où mon petit tweet qui a été programmé à minuit 30 cette nuit, sous une forme de petite info du jour, entre guillemets. Alors attendez, je vais vous ressortir ça pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Twitter, je vais vous afficher ça sur l'écran gauche, profil. C'est par là que ça se passe. Comme ça, ouais, je dérape un petit peu au début parce qu'aujourd'hui on est tranquille, c'est jour férié, jour d'anniversaire. Et puis, comme ça laisse le temps à ceux qui ne sont pas encore arrivés de rejoindre le live tranquillement. Alors, voilà, donc j'ai posté ça cette nuit à 0h30 puisque c'est mon heure d'anniversaire officielle. Je suis né donc 10 avril 1976 à 0h30. Donc j'ai fait ce petit tweet sous la forme de, des petites infos du jour que je fais de façon un petit peu humoristique. Donc voilà, je suis un grumpy old man, comme on dit. Bah, j'espère pas trop grumpy, mais comme on me l'a fait justement remarquer ce matin, 47, c'est un beau chiffre puisque c'est un nombre premier. Et donc c'est le dernier nombre premier de la série des 40. Donc voilà, je vais essayer d'en profiter cette année, sachant que le prochain nombre premier, c'est 53. Donc dans 6 ans, je n'ai pas trop hâte d'y être encore. Voilà. Bah, merci René pour l'anniversaire. Merci à toutes et à tous. Et donc, j'ai fêté ça hier, tranquillement, en famille, avec ma compagne, mes enfants, mon petit papa et sa femme.
Et donc, on a passé on a passé une super journée. Alors, Chavnet, tu me dis, à l'époque, il y avait heure d'été, heure d'hiver. Mais en fait, je crois que 1976, de mémoire, c'est la première année où justement il y a eu le passage heure d'été, heure d'hiver, de mémoire. Donc c'était une grande année et pour celles et ceux qui s'en souviennent ou dont les parents leur en ont parlé, c'était aussi une année très très chaude, une année de très grande sécheresse. 1976 a été un été très chaud. Voilà. Et ma mère me raconte tous les ans d'ailleurs. Ah oui, je me souviens 1976, il faisait tellement chaud, je te baladais juste en couche dans la poussette avec une petite ombrelle. Donc voilà, bah oui, j'ai été un petit bébé moi aussi. Et donc, comme je disais, j'ai fêté ça hier tranquillement. On s'est fait un super repas. On a bien mangé. C'est pour ça qu'hier soir, je peux vous dire que le tweet était programmé. Je me suis écroulé comme une masse hier soir. Donc, j'ai eu des chouettes cadeaux que je vais vous partager maintenant. Et donc, pour commencer, j'ai eu un chouette livre de la part de ma compagne, qui est celui-ci. Je vais vous afficher ça, voilà, de ce côté-là, voilà. Donc, qui est un livre de Thomas Hertog, qui est un cosmologiste. Donc, le livre qui s'appelle L'origine du temps. La dernière théorie de Stephen Hawking. Alors pour la petite histoire, c'est que Thomas Hertog est un chercheur cosmologiste qui a longtemps travaillé avec Stephen Hawking, donc pendant plusieurs années. Ils ont eu énormément de travaux ensemble et donc Thomas Hertog vient de sortir ce livre il y a quelques temps, quelques semaines. Et j'avais vu une interview de lui à la télé il n'y a pas longtemps et c'est quelqu'un que je trouve assez hyper intéressant. Il raconte des choses vraiment super intéressantes. Donc pour ceux qui, comme moi, s'intéressent énormément à tout ce qui touche au spatial, à la théorie du Big Bang, des trous noirs, tout ça, etc., je vous conseille le livre. J'ai pas encore commencé, mais j'ai feuilleté rapidement et je pense qu'il y a des choses super intéressantes. Donc voilà, donc ça c'est mon premier cadeau. Ensuite, je vais poser ça derrière. Qu'est-ce que j'ai eu? Mes trois enfants m'ont offert ceci. Donc un kit d'une caméra à assembler. Donc vous savez, c'est des kits qui sont découpés au laser et donc qui fonctionnent. J'ai pas encore ouvert, mais je crois qu'il y a une petite bobine qui est fournie, donc une caméra qui fonctionne. J'avais déjà eu ce genre de kit avec une horloge en bois qui fonctionne aussi, hein, découpée au laser, qui donne l'heure et tout. Voilà, c'est des petits trucs plutôt sympas. Alors ils disent 7 heures de montage globalement. 183 pièces, 7 heures de montage. Je pense que ça ira beaucoup plus vite que ça parce que là, en général, les trucs que je monte, je vais quand même relativement vite, mais c'est toujours sympa. J'aime bien ce genre de kit, c'est décoratif, c'est ludique. Donc ça, c'est un kit acheté chez Nature et Découverte. Si ça vous intéresse, ils en ont plein chez Nature et Découverte, mais pas que. Il y en a sur beaucoup de stores, vous trouvez sur Internet aussi, mais chez Nature et Découverte, ils en ont pas mal à des prix qui sont relativement abordables. Donc, ouais, je vous conseille, c'est plutôt marrant, c'est décoratif, c'est ludique. Voilà, pour les geeks et les nerds un peu comme moi qui aiment bien bricoler, faire des choses comme ça, c'est des cadeaux que vous pouvez demander. Ensuite, un autre petit cadeau que j'ai eu donc de la part de ma compagne, c'est quelque chose qui est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Donc, je suis grand buveur de café. On va dire, je bois pas mal de café, donc j'en parlais l'autre fois sur Twitter d'ailleurs, j'ai une cafetière à piston, machin, etc. Et de temps à autre, je consomme des capsules. Les capsules qui vont dans les machines compatibles d'espresso. Et depuis quelques temps, je me dis, ouais, c'est quand même vachement du gâchis de balancer toutes ces capsules, alors soit en aluminium, soit en plastique à la poubelle. Et quand je suis allé faire les courses le week-end dernier, je me suis dit, bon, là, les capsules, j'ai trouvé que les prix avaient fortement augmenté, et puis je trouve que c'est un peu un non-sens écologique, ce genre de truc. Et donc, je me suis dit: «Bon, je vais pas en acheter» et ça tombe bien parce que ma compagne m'a offert donc, hier, ce super gadget. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est conçu et fabriqué par une société française qui s'appelle Capsmi. Je vous afficherai là juste après, le site internet. Donc qui permet de pouvoir faire ses propres capsules. Donc c'est vendu avec des petites capsules en aluminium comme ça. Donc c'est des sortes de capsules rechargeables. Vous avez des opercules que vous collez dessus. Voilà, j'essaie de vous montrer ça pour pas que ça brille trop, voilà. Et donc cette boîte, c'est une boîte dans laquelle vous mettez du café et qui s'ouvre ici, sur laquelle vous avez un emplacement pour mettre votre capsule et qui vous permet de recharger votre capsule sans en foutre partout. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Donc vous mettez votre capsule ici, voilà, comme ceci. Donc vous voyez ici, il y a quelque chose qui est amovible, qui lorsqu'on va tourner va s'ouvrir et va faire descendre le café par gravité dedans. Donc vous fermez ceci. Vous tournez
la boîte. À ce moment-là, vous ne pouvez plus l'ouvrir, elle est complètement verrouillée. Vous secouez un petit peu, comme ça, vous tapez, vous retournez dans l'autre sens, vous ouvrez et vous avez votre capsule qui est chargée directement en café. Vous la récupérez et vous n'avez plus qu'à mettre directement le petit opercule ici présent. Vous le collez sur votre capsule et vous avez une capsule réutilisable qui est toute prête à l'emploi que vous pouvez glisser dans votre machine Nespresso. Voilà. Voilà la petite capsule prête à l'emploi. Voilà, et ça marche très bien. Je l'ai testé tout de suite en l'ayant déballé hier pour la fin du repas, c'était plutôt pas mal. Donc ça marche pas mal. C'est une boîte française qui a conçu ça. Alors fun fact, toute la partie basse ici, c'est quelque chose qui est imprimé en 3D. Donc c'est assez rigolo. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore passés à l'injection plastique, parce que je pense qu'imprimer ça en 3D, ça prend quand même beaucoup de temps. Et l'injection plastique, au final, sur des grandes séries, je pense c'est beaucoup plus intéressante. Mais voilà, donc ça c'est imprimé en 3D, tout ça c'est fabriqué en France. Ça a été conçu, imaginé apparemment à Gif-sur-Yvette, c'est marqué, donc pas très loin de chez moi. C'est marqué sur la boîte. Pour la petite info, je ne suis pas du tout payé pour faire le sponsoring de ce truc-là. C'est que je trouve que le système est relativement ingénieux, c'est plutôt sympa et je pense que ça va dans le bon sens pour celles et ceux qui, comme moi, consomment pas mal de café. Ça permet donc de pouvoir se faire des capsules, de se recharger des capsules. Donc c'est vendu avec 3 capsules en aluminium. Vous pouvez en acheter d'autres sur le store. Vous pouvez aussi acheter, donc c'est vendu, le kit complet est vendu avec 40 opercules, mais vous pouvez en acheter. Là, je crois que j'en ai plus de 300 en tout. Donc je pense que j'ai largement plus d'1 an de capsules en consommation, parce que j'en consomme pas tant que ça. Et donc je trouve le concept plutôt sympa. Alors les capsules réutilisables, ça existait déjà, mais avec le système de recharge là qui est fourni avec, je trouve ça plutôt malin. Et puis je pense que ça va plutôt dans le sens d'éviter de jeter des choses comme ça à la poubelle, des capsules en plastique ou aluminium. Voilà. Donc je voulais vous partager ça, mes petits cadeaux. Et puis sans plus attendre, maintenant que j'ai fini de vous raconter ma vie, on va passer à la suite. Et puis, ah oui, je voulais vous partager le site de Capsmith d'abord, voilà, pour celles et ceux qui s'intéressent. Donc, c'est passé à la télé, en fait, avec ma compagne. On avait vu une interview du fondateur ou cofondateur, je sais plus trop, je ne sais plus sur quelle émission, je sais plus si c'était sur TMC ou autre. Et apparemment, ils sont passés à la télé, ils sont passés dans les trucs d'inventeurs ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Donc, c'est caps.me. Le site internet, donc si ça vous intéresse, allez voir, je pense que vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Voilà. Et donc j'en reviens donc aux petites infos. Donc on va reprendre le cours normal du live et on va parler un petit peu des petites infos. Alors j'ai préparé ce live un petit peu à l'arrache ce matin parce que bon c'est un jour férié, c'est mon jour anniversaire. J'ai déjà beaucoup trop parlé sur n'importe quoi là. Et donc, comme d'habitude, la première petite info, je vous en parle toutes les semaines, c'est la sortie de la nouvelle RC du noyau Linux. Hop, je vous affiche ça, donc c'est la Linux 6.3 RC6 qui est sortie hier donc pour Pâques. Donc le lapin de Pâques a apporté une Linux 6.3 RC6, comme la semaine dernière, c'est-à-dire une version relativement, entre guillemets, ennuyeuse, rien de spécial dedans. Je pense qu'il va y avoir encore une RC ou 2 RC qui vont venir. Une RC7, peut-être une RC8, avant la sortie officielle du noyau Linux 6.3. Donc voilà, bon, cette version n'a pas grand-chose de particulier qui mérite d'être souligné. C'est une RC dans la droite lignée des release candidates. Le fait est qu'elle est ennuyeuse parce qu'effectivement, les choses, ça y est, se consolident et donc c'est bientôt prêt à sortir en version finale. Voilà pour ça. L'autre sortie qui est assez intéressante, j'en ai déjà parlé de ce logiciel plusieurs fois, c'est OpenShot. Donc OpenShot qui est un logiciel de montage vidéo non linéaire. Je vous affiche ça à l'écran. Hop, voici. Donc OpenShot, donc c'est un soft qui est écrit en Python essentiellement, qui existe depuis plusieurs années et donc qui permet de faire du montage vidéo non linéaire, donc de pouvoir prendre ces petites séquences, de les découper, de les replacer, ajouter quelques effets, etc. Donc c'est très bien quand on a vraiment de l'édition vidéo relativement simple à faire, qu'on ne veut pas rajouter des effets spéciaux de fou, etc. etc. C'est super, vous importez directement
vos clips, ou vos images ou ce que vous voulez faire. Vous avez une timeline, plusieurs pistes audio et ou vidéo que vous pouvez rajouter, supprimer, modifier. Vous avez des effets qui sont intégrés. Et donc, tout ça pour dire que la version 3.1 est sortie il y a 2 ou 3 jours. Et voilà, c'est un soft que j'utilise assez régulièrement dès que j'ai besoin de faire un petit peu de montage vidéo, mais vraiment simple, qu'il n'y a pas de choses super avancées. J'utilise OpenShot systématiquement parce que franchement, ça suffit nettement à la plupart des besoins. Et j'ai envie de dire que c'est un soft qui marche très bien, qui commence à être relativement mature maintenant, puisqu'il existe quand même depuis assez longtemps, au moins plus de 10 ans, je pense. Et donc dans cette version 3, qu'y a-t-il? Eh bien, des nouveaux profils, d'export. Les profils d'export, c'est dans quel format vidéo ou audio vous voulez enregistrer. Un système d'undo redo qui a été nettement amélioré, et qui avait parfois ses limites, etc. Il y a aussi pas mal de petits bugs de stabilité qui ont été corrigés. Et aussi de quelques memory leaks qui ont été corrigés. Voilà. Sachant qu'effectivement, il y avait un petit memory leak dans FFmpeg Reader, sachant qu'effectivement, ce soft, comme énormément de soft de ce type sur le marché, est basé sur FFmpeg. Pourquoi? Parce que notamment la lib AVFormat qui permet d'apporter le support de centaines et des centaines de formats de fichiers et de la façon identique pour l'export. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de FFmpeg. Voilà, il y a des petites choses qui ont été rajoutées sur les keyboard bindings, comme je disais, des bug fixes qui ont été pas mal ajoutés. Voilà, c'est pas une version majeure, hein, c'est une version mineure, c'est la version 3 qui fait suite à la 3.0 qui est sortie il y a quelques mois. Mais voilà, c'est un très bon soft. Je vous conseille de l'utiliser si vous avez besoin de faire un peu de montage vidéo, notamment sous Linux pour quelque chose de relativement simple. Allez-y, utilisez ce soft. Alors, Nolwenn qui me dit donc, bienvenue déjà. Salut dans l'action des outils clés modernes. J'ai découvert l'autre jour ERD-Tree qui est une combinaison entre DU et Tree. Ah, d'accord, ok. Je ne connaissais pas. Voilà, attends, on va essayer d'afficher ça à l'écran. ERD-Tree, Zoo. C'est ça, c'est ERD-Tree. Alors, c'est ça. Alors, je vais trouver ça, j'imagine, sur GitHub. Regardons ça. Ah oui, je l'ai trouvé. On va l'afficher ici. Bah écoute, merci du partage. Ça fait toujours plaisir. Donc, donc un modern multi-threaded file tree visualization and disk usage analysis tool. Ah bah ça c'est pas mal. Je vais mettre ça dans ma besace. Je vais aller tester ça un petit peu plus tard et puis je le partagerai. Merci beaucoup pour le partage. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc merci beaucoup Nolwenn. C'est vraiment ce genre de petits outils que j'aime bien partager. Donc je testerai ça, puis je le partagerai sur Twitter, évidemment. Comme ça permettra, je pense, aux gens d'avoir accès à ce genre d'outils. Il y a pas mal de petits outils qui sortent en ce moment. Alors il est écrit en Rust de ce que je vois. Il y a beaucoup de petits outils utilitaires qui sont écrits en Rust qui sortent comme ça en ce moment, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour le partage. C'est super intéressant. Pour la suite des news, je voulais vous parler, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, de la Picolypse. Donc la Picolypse qui est une librairie C standard de toute petite taille, d'où son nom Pico, qui a été créée par Keith Packard. Alors Keith Packard, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un d'assez connu, je dirais déjà, d'une part dans le monde du logiciel libre, mais aussi dans le monde de l'industrie, de tout ce qui vient des systèmes Unix. Il a bossé, il a fait partie du consortium Xorg pendant plusieurs années. Je crois d'ailleurs qu'il en fait toujours partie de mémoire. Il fait partie du comité de direction de Debian. Il a travaillé sur énormément de choses. Il a travaillé à l'époque sur le toolkit Motif, il a travaillé sur Xorg, il a travaillé sur les couches, je ne sais plus si je dis peut-être pas de bêtises, les couches GLX pour l'implémentation OpenGL vers X. C'est lui qui avait créé
l'extension de compositing sous X, qui avait été utilisée pendant un petit moment. Enfin bref, donc ce gars-là travaille sur pas mal de choses et il a lancé ce projet de Picolypsé il y a quand même un petit moment. Et Picolypsé, il ne l'a pas écrit de zéro. En fait, c'est la fusion de deux projets qui est l'AVR Lipsé et la bibliothèque NewLib. Donc il y avait des choses qui fonctionnaient bien dans les unes et les autres, mais enfin, qui n'étaient pas forcément super pratiques. Il y avait aussi des problématiques de licence, donc il a un peu fusionné les deux projets. Et il en a créé un seul et il a expurgé pour que il a expurgé globalement tout le code qui était sous licence du GPL. Pourquoi? Parce que pour le mettre sur licence BSD. Pourquoi? Parce que justement ces bibliothèques, quand elles sont sous licence GPL, c'est difficile de pouvoir les intégrer, par exemple dans des projets professionnels qui ne soient pas du logiciel libre. Et je pense qu'il a eu ce besoin d'avoir une licence un peu moins restrictive. Je dirais, donc il a mis tout sous du licence BSD, expurgé tout le code et réécrit tout le code qui était nécessaire pour pouvoir avoir donc un projet complet. Donc si je vous parle de ça, c'est que la version 1.8.1 est sortie la semaine dernière. Et donc elle apporte quelques fixes, quelques petites améliorations, des optimisations, des supports de nouveaux matériels. Je crois oui, c'est ça, il y a le Microblaze support qui a été rajouté, pas par lui, mais par la communauté. Donc c'est lui qui a intégré tout ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc si vous faites de l'embarqué, notamment sur tout ce qui est microcontrôleur ou des trucs un peu plus poussés, mais qui ont besoin vraiment d'une bibliothèque C avec une très faible empreinte mémoire, la Picolypsé est un chouette projet qui peut vous rendre pas mal de services. Donc elle supporte énormément de choses, hein. C'est une libc. Donc elle supporte tout ce que supporte une libc plus un certain nombre d'extensions et c'est vraiment dédié à tout ce qui est embarqué ou en tout cas tout Linux ou autre pour lequel vous auriez besoin d'avoir une très faible empreinte mémoire. Donc ça c'est plutôt un projet assez intéressant. Alors toi René, tu dis j'ai rencontré Kiss, en vrai il est très sympa et brillant mais il reste accessible. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de... Alors moi j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais c'est quelqu'un de relativement brillant, ouais. Ouais, ouais, je confirme. Et puis, il fait partie des gens qui sont pas extrêmement connus, je dirais. Il y a une partie de la population un peu geek qui connaissent ses travaux, bah, comme moi, parce que forcément, j'ai pas mal gratté sur certains sujets. Je me suis retrouvé confronté à dire, tiens, Keith Packard, c'est bizarre, c'est un nom qui revient souvent, etc. Donc à m'intéresser un peu à lui. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas ultra connu comme peuvent l'être certains ou certaines développeurs ou développeuses sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui reste quand même relativement entre guillemets en retrait, mais qui a participé à énormément de choses, notamment dans tout ce qui est domaine Unix, Linux, voilà, Xorg, Debian, notamment, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, il a apporté d'énormes contributions, je pense, au logiciel libre et au logiciel de façon générale, quoi. Donc c'est pour ça. Donc j'en profite aussi pour partager ces travaux parce que je pense que ce qu'il fait, c'est super intéressant, ça sert à beaucoup de monde et c'est des projets qui sont pas forcément super connus mais qui sont très utilisés. La Picolypsé, ça a l'air de rien, mais elle est utilisée dans plein de projets industriels justement du fait qu'elle a une politique de licence qui est un petit peu moins restrictive que ce qui est délivré sous GPL. Je pense notamment à la VR Lipsé ou ce genre de choses. Et donc voilà, donc il fournit quand même du code qui est de qualité industrielle. Et puis c'est un mec qui a un parcours assez incroyable et assez intéressant, je trouve. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail. C'est quelqu'un vraiment de super. Et la dernière petite news dont je voulais vous parler, j'en ai parlé 2 fois à la fin de la semaine, c'est la sortie de la dernière version de mon émulateur d'Amstrad CPC. Ouais, ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas fait de release, ça devait faire presque 2 ans. Malgré tout, j'avais du code qui était de côté et qui était déjà commité sur master, mais que j'avais pas encore réalisé, des petites corrections de bugs, des petites améliorations, etc. Donc coup sur coup, vendredi, en fin de journée, j'avais programmé donc le tweak qui va bien à la communication pour la version 0.38, donc qui a apporté pas mal de choses. Je vais aller revenir sur la 0.38 avant de vous parler de la 0.38.1.
Voilà, donc la version 0.38 de mon émulateur d'Amstrad CPC, elle apporte une grosse partie de nettoyage dans le code et un gros refactoring. Un bon refactoring dans tout ce qui est interface utilisateur. Il y avait un petit bug qui traînait, un ou deux bugs qui traînaient dans l'analyse de tout ce qu'on passe en ligne de commande, donc tous les flags qu'on passe en ligne de commande pour ceux qui ont besoin de spécifier des ROM ou ce genre de choses directement au démarrage. Des petits fixes sur l'émulation en tant que telle, une mise à jour de tout ce qui est AutoTools pour générer le fameux configure et les makefiles, parce que mon projet est auto-toolisé depuis de nombreuses années. Donc j'ai fait un petit bump, sachant qu'à partir de la version 2.70 des AutoTools, il y a des choses qui ont été mises d'être déprécatides, etc. Donc voilà, donc j'en ai profité pour faire ce petit nettoyage, de remplacer ce qui était déprécatide par quelque chose qui fonctionne mieux, avant que ce soit complètement supprimé des AutoTools d'ici à mon avis, quelques années. Voilà, et j'en ai profité aussi pour mettre enfin, j'ai pris le temps de mettre enfin une CI et pour pouvoir builder automatiquement donc mon émulateur sur mon GitLab CE, puisque j'en ai déjà parlé, j'ai une forge GitLab CE qui est privée. Sur lesquels j'ai tous mes projets, toutes mes expérimentations de code, etc. Et en fait, ce que vous retrouvez, que ce soit pour XCPC ou mes autres projets, ce que vous retrouvez sur github.com, gitlab.com ou Bitbucket, eux, ce ne sont que des miroirs. Donc en fait, tout vient de ma forge GitLab CE, et dès que je veux réaliser quelque chose, je fais un push directement sur mes miroirs. Ça, c'est l'avantage des gestionnaires de sources décentralisés. C'est qu'on n'a pas nécessairement de serveur central et n'importe qui peut être miroir à n'importe quel moment. Donc ce que vous trouvez d'ailleurs, c'est tagué sur mes dépôts GitHub, GitLab et Bitbucket, c'est marqué This repository is a mirror. Donc ce ne sont que des miroirs, tout vient de mon GitLab CE. Donc j'ai mis en place une CI qui va bien pour pouvoir builder et être sûr que mon application se build correctement, puis éviter que je le fasse manuellement directement sur ma machine, même si je buildais tout le temps. Et c'est surtout ce que j'ai ajouté, j'ai débianisé mon émulateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, je fournis des paquets binaires en .deb. Peut-être que d'autres viendront. J'essaierai de faire des RPM un peu génériques pour que ceux qui sont basés sur des CentOS ou des Red Hat ou autre chose puissent avoir accès à des paquets binaires. Parce que jusqu'à présent, mon émulateur n'était distribué que sous forme de tarball avec le code source, donc il va se le compiler. Je sais que c'est pas super user-friendly pour la plupart des gens. Je me suis dit, bah tiens, je sais faire des paquets Debian, j'en ai d'ailleurs parlé la semaine dernière. Bah, c'est peut-être le moment de mettre ça en place. Donc j'ai débianisé le process, et effectivement chaque fois que je push sur ma forge, sur mon GitLab CE, ça va builder, ça va générer le tarball, ça va construire l'application. Donc ça c'est la première phase. Première phase c'est le tarball, la deuxième phase c'est de construire l'application, la troisième phase c'est de générer les paquets Debian et pour AMD64 et pour ARM64. Et j'en ai parlé il y a 2 jours, c'est qu'effectivement, la partie ARM64, donc j'ai des GitLab Runner qui tournent sur mon infra Proxmox VE, parce que j'ai plusieurs serveurs Proxmox VE personnels qui sont hébergés chez OVH. OVH et Soyuz Start. Et donc j'ai des machines virtuelles sous Debian qui font tourner des runners GitLab. Et donc je build comme ça. Et je me suis dit, tiens, je sais que de façon non officielle, il y a l'architecture ARM qui est supportée par Proxmox, de façon mais vraiment non officielle. Hein, c'est pas supporté directement dans l'interface, déjà dans l'accli ou dans l'interface utilisateur de Proxmox, mais je ferai un article sur le sujet pour montrer comment on fait. On peut faire de l'émulation d'ARM64, donc j'ai créé une machine virtuelle qui est ARM64, qui tourne sous Debian, ARM64, et donc qui me permet de produire assez facilement donc un .deb pour l'architecture ARM64. Et donc l'avantage, vu que je build sur des Debian 11 AMD et ARM, Debian étant la mère de beaucoup de distributions, notamment, je pense à Ubuntu, à Mint, etc., etc. Salut Céline, bienvenue. Merci beaucoup pour tes vœux. Ah, ça fait plaisir de te voir ici. Et donc, ce que je disais, oui, donc l'avantage d'une Debian, c'est que je produis un .deb donc sur ces runners, et vous pouvez directement installer ce .deb dans une dérivée de Debian, donc que ce soit Ubuntu, que ce soit Mint, ou que ce soit d'autres distributions. Dès lors où
Globalement, ils n'ont pas créé enfin, les paquets de dépendance, ils ne sont pas complètement exotiques. Vous pouvez installer le point deb et puis ça va s'installer et fonctionner sans aucun problème. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Ouais, donc je trouvais intéressant de pouvoir maintenant délivrer des paquets binaires. Puis c'était relativement simple. C'est juste que j'avais la flemme avant de mettre en place cette CI. D'ailleurs, je vais vous la montrer ici. Tac, tac, tac. Alors, l'inconvénient de la partie runner ARM, c'est que ça fonctionne donc vu que c'est pas natif, puisque mes serveurs fonctionnent en AMD64. L'avantage, c'est que QEMU supporte la translation binaire d'ARM vers AMD64, mais par contre, ça reste lent. C'est-à-dire que le build sur mon runner ARM64 est relativement lent. C'est-à-dire que là, sur la version actuelle de XCPC, ça va mettre peut-être 15 minutes au lieu d'1 minute et demie pour faire tout le pipeline, peut-être 15-20 minutes pour tout builder, mais parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est de l'émulation. Quelque part, la QEMU, qui tourne au-dessus de KVM, va émuler le processeur ARM et le transformer à la volée avec sa JIT. Sa JIT qui s'appelle TCG, Tiny Code Generator, pardon. Et donc il va prendre le code ARM, le translater à la volée en code AMD64 et ensuite l'exécuter. Donc ça prend du temps, c'est de l'émulation. Donc voilà, si vous mettez ça en place, n'espérez pas builder un très très gros projet parce que ça peut vite prendre du temps. Vaut mieux peut-être installer une vraie machine, soit une SBC, soit une vraie machine, un serveur ARM64 pour pouvoir installer un vrai builder ARM64. Mais en tout cas, pour des petits projets comme XCPC ou des projets qui ne sont pas trop gros, sur lesquels j'ai pas besoin d'avoir un temps de réponse absolu dans les 2 minutes qui viennent, je dirais, même si ça met 1 heure à builder, pour moi, j'en ai rien à cirer, c'est pas le problème parce que vu mon pipeline, s'il y a un échec, je le saurai déjà dans la première phase, qui est la phase de compilation, de vérification. Et en fait, la phase de génération des points deb arrive à la fin, donc normalement, ça arrive, il devrait toujours y avoir un succès. Et donc, au moins, ça me permet de pouvoir générer à moindre frais des binaires sur une architecture qui n'est pas AMD64. Voilà. Et ça pourrait très bien marcher aussi pour du RISC-V à terme. Il faudra juste que Proxmox le rajoute à un moment donné. Mais voilà. Donc, je voulais vous montrer effectivement sur mon GitLab XCPC Emulator. Voilà, je vous partage ça là. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs projets, certains projets qui ne sont pas réalisés en open source, mais qui viendront, un de ces quatre, un générateur de Z80. Vous avez vu un dépôt XCPCNG, parce que je travaille sur une version qui est recodée en C++, en partie, qui est un peu plus moderne, sur laquelle je retire les interfaces graphiques, on va dire, legacy, par exemple Athena, Motif, etc. Je les retire, là, je les ai retirés. Donc là, j'ai une version intermédiaire qui, je pense, va bientôt être délivrée. Et puis, ce qui existe aujourd'hui comme release d'XCPC, ça va être mis en legacy quelque part. Voilà. Donc, je vous mets ça sur l'écran de gauche. Donc, voici, là, on est sur mon GitLab CE à moi, donc qui tourne dans une VM sur mon cluster Proxmox. En termes de CI, voici la CI qui apparaît magiquement sous vos yeux, Zebai. Et donc, voilà, si je prends le dernier, non, c'est pas ça que je voulais faire, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà, ici. Donc aujourd'hui, j'ai 3 stages dans ma CI. J'ai un stage qui prépare le tarball, donc qui va passer tous les outils d'auto-toolisation, donc globalement qui fait un auto-reconf. Il y a des scripts, hein, c'est dans le dépôt, qui va faire la phase d'auto-reconf pour générer le configure et tous les makefiles .am, etc. qui vont bien. Donc ça génère un tarball, ça configure, enfin ça génère le fichier configure, ça génère les makefiles, etc. Ensuite, on configure. Et ensuite, on fait un make dist qui va me permettre de générer le tarball source, ce qui est le tarball que je vais distribuer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va sur la partie build bin AMD64, où ce stage va juste récupérer le précédent tarball, le détarer dans un répertoire temporaire, faire configure, make, etc. Et un make install, et donc générer un tar qui contient la production binaire aujourd'hui que je pourrais détarer sur mon système directement. Et le dernier stage, donc si tout se passe bien, c'est la construction des points deb en AMD64 et ARM64, qui permettent donc de reprendre le tarball qui a été généré au début
et de pouvoir builder l'application et de générer le point deb qui va bien, qui est distribué donc maintenant sur GitHub, GitLab et Bitbucket, donc sur les miroirs. Aujourd'hui, ces packages, ces points deb, ils ne sont pas signés. Je ne les signe pas avec une clé GPG chez des livres comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour l'instant, je n'ai pas mis en place de dépôt. Peut-être que je le ferai plus tard, mettre en place un dépôt comme GitLab, etc. Donc avec des paquets qui sont signés avec ma clé GPG, faire quelque chose d'un peu plus industriel. Pour l'instant, je distribue des points deb qui ne sont pas signés. Mais en tout cas, normalement, vous devriez pouvoir avoir confiance sur ce qui est buildé, puisque c'est buildé dans des VM qui ne servent qu'à ça, qui sont entre guillemets des VM de type salle blanche, j'ai envie de dire. Donc qui ont juste les dépendances nécessaires et qui build directement. Voilà, c'est pas buildé sur ma machine, voilà, comme d'autres projets peuvent le faire. Voilà. On est sur une intégration continue qui est relativement classique, j'ai envie de dire. Donc pour vous montrer les scripts, c'est pas là que je l'ai, ici, voilà. Donc vous avez le GitLab CI.yml qui définit donc tous les stages. Donc le stage prépare, donc il va builder le tarball, les stages de build binary et le stage de build Debian. Donc le tarball, vous voyez à chaque fois, moi mes GitLab CI, mes scripts de CI, que ce soit sous GitLab ou d'autres environnements, sont toujours très simples et en général, je mets très peu de commandes dans la partie script. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que j'appelle un script shell qui va dérouler toutes les commandes. Pourquoi je fais ça? Parce que si je veux pouvoir exécuter donc toute la séquence entre guillemets d'intégration sur ma machine à la main, c'est chiant d'aller dans le GitLab CI/YML, de prendre ligne à ligne de commandes et de les passer directement dans le terminal. Donc je préfère préparer un script shell qui est appelé depuis la CI, ce qui fait que sur ma machine de dev, je peux simuler avant d'envoyer directement sur le dépôt et sur la CI, je peux simuler en disant bah vas-y génère-moi le tarball. Comme ça je vais appeler le script qui va bien. Donc là vous voyez, en fait c'est relativement simple ce que j'ai fait. Avec les commentaires et tout, on a quand même 115 lignes dans le GitLab CI pour YML et il y a surtout beaucoup de commentaires. Donc c'est relativement simple. Et donc les scripts, vous allez sur le dépôt et vous les retrouvez dans le répertoire bin. Donc, et c'est là que sont les scripts qui vont permettre de faire exactement ce que je lui demande. Donc par exemple, le prépare, la génération du tarball, il fait autoreconf-v-i-f. Donc il va générer le script configure les makefile.m. Si ça échoue, on exit en erreur. Il fait le configure et ensuite il fait le make-dist. Et le make-dist qui va générer le tarball qui contient les sources. Voilà, tout simplement. Et ensuite, sur la partie build bin, c'est un tout petit peu plus complexe, mais en tout cas, ça fait toutes les opérations que nous, on ferait à la main, c'est-à-dire ça récupère le tarball du stage précédent, on va en extraire le nom du tarball, c'est-à-dire son tar.gz, le nom du package, etc. Et ensuite, il va détruire le répertoire de build, il va recréer le répertoire de build, il va aller dedans, il va détarer le tarball, il va rentrer dans les sources, il va déterminer sur quelle architecture je tourne pour générer le bon tarball binaire à la fin. Ensuite, il fait le configure, le mec-j avec le nombre de CPU qui vont bien. Ça, c'est quelque chose que je capte ici. Je récupère le nombre de cœurs qu'il y a sur la VM, comme ça, il va essayer d'utiliser le nombre de cœurs maximum pour pouvoir builder en parallèle. Et ensuite, il fait le make install dans un répertoire temporaire pour pouvoir déployer entre guillemets l'application. Et ensuite, je tar ce répertoire, ce qui me permet de pouvoir obtenir une distribution binaire dans un tar. Et la partie Debian, elle fait globalement quasiment la même chose. La seule différence, c'est que je vais utiliser les outils de Debian, parce que j'ai un répertoire Debian qui décrit comment doit être buildé le package. Et donc, j'appelle dhmake, dans mon répertoire Debian. Il va faire ce qu'il a à faire. Il va me générer le tarball source. Ensuite, je remplace par mes fichiers de description Debian que j'ai déjà préparés. Et après, il fait l'opération dpkg build package, avec le --no sign, justement, parce que je vous disais que je ne signe pas les paquets pour l'instant. Et si tout se passe bien, à l'issue de ceci, je récupère les points deb qui ont été générés par cette construction. Et ensuite, j'ai juste à les uploader sur les miroirs GitHub, GitLab ou Bitbucket. Donc, c'est relativement simple. Et si vous vous souvenez du live que j'ai fait la semaine dernière, effectivement, j'ai expliqué de comment on crée un paquet Debian. C'est ni plus ni moins ce que j'ai fait là. Donc, il y a le fichier contrôle qui permet de décrire ce qu'est le paquet, donc la description de l'émetteur, etc. La description
des dépendances de build, etc. etc. Donc c'est relativement simple. Là, je vous renvoie la vidéo que j'avais fait la semaine dernière, le live que j'avais fait la semaine dernière, où j'ai décrit un petit peu tout ça. Donc voilà, tout ça c'est dans le dépôt. Donc vous pouvez vous-même construire l'application ou construire des packages Debian sur votre machine, simplement en appelant les fichiers de script qui sont dans le répertoire bin. Voilà comment ça fonctionne. Ah, salut Fixoulab, tu es en retard, mais c'est pas grave, ça fait plaisir de te voir. J'ai d'ailleurs, tu le disais hier que ta compagne était malade, tu me disais ce matin que ça avait l'air d'aller mieux, mais par contre que ton fils était enrhumé. Donc j'espère que vous n'allez pas tous être malades et que chez toi, vous allez tous être sur la pente ascendante pour être en forme. En tout cas, j'espère que ta compagne va bien et que le plus dur est passé. Voilà. Alors, Céline, tu nous dis shellcheck.net en faisant ce découpage. Alors, on peut utiliser shellcheck.net. Attends, je vais lancer ça ici. Shellcheck.net. Alors, on affiche ça ici. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ouais, ok. Ah bah écoute, je ne connaissais pas shellcheck. Enfin, en tout cas, je n'avais pas souvenir d'avoir déjà vu cet éditeur. Bah, je vous le partagerai. Aussi, d'ailleurs, tiens, je vais le bookmarker de ce pas. On va faire référence, toc. Je vais y arriver. Zoo, on va le mettre en live. Zoo, voilà. Find bug is in your shell script. Donc c'est bien, ouais. Ah mais si, mais je crois que shell check, je me demande si j'en avais pas parlé il y a un petit moment déjà sur Twitter. J'ai plus de mémoire, je parle de tellement de choses que... Mais c'est vrai que c'est le genre d'outil, c'est un linter de shell, ouais, c'est le genre d'outil qui est super intéressant. Après, c'est comme tout langage, hein, le script shell. Moi, j'utilise beaucoup de script shell. Je trouve que c'est assez simple à écrire et pour faire de l'automatisation comme ça, c'est vraiment top. Et je trouve que j'aime pas trop avoir dans mes fichiers d'intégration continue, les GitLab CI ou les équivalences ou GitHub, etc., beaucoup de shell. Je préfère, dès lors il commence à y avoir beaucoup de commandes, je préfère les éclater dans des .sh. Comme ça, je peux les lancer à la main facilement et vérifier sur ma machine facilement que ça marche. Et que finalement, le GitLab CI ou les équivalents sur les autres systèmes de build ne sont que des orchestrateurs pour déclencher ces scripts. Voilà, c'est mon approche. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui me convient. Donc, pour en revenir à XCPC, que je reprenne. Hop. Voilà, je reprends la release. Donc, il y a eu aussi une release 0.38.1 qui a été faite dans la foulée parce qu'il y a Alexandre Derumier qui m'a trouvé entre guillemets un petit bug, c'est-à-dire que j'avais pas pensé, les gens qui fonctionnent notamment sur les Ubuntu récentes, vous allez utiliser comme système de compositing Wayland et vous n'allez pas utiliser le serveur X11 derrière. Et effectivement, pour pouvoir, mon émulateur s'appuie sur X11 depuis de nombreuses années, hein. Cet émulateur, je l'ai démarré en 2001, donc ça fait 22 ans. Donc à l'époque, il n'existait que X11. C'est vrai que Wayland commence à être utilisé dans quelques distributions. Et comme j'utilise GTK3 comme front-end pour l'instant, et le GTK4 va arriver, effectivement, par défaut, quand on est sous Wayland, il veut utiliser le back-end de Wayland et non pas le back-end X11. Donc j'ai juste fait un petit patch, un petit correctif pour lui faire forcer le back-end X11 même quand on est sous Wayland, ce qui fait qu'il va utiliser la couche d'émulation de transposition des commandes de X-Wayland qui va permettre de convertir les appels de l'API Wayland en rendering X11. Donc au moins comme ça l'émulateur va fonctionner correctement. Donc j'ai fait ce petit patch dans la foulée quasiment le soir même. L'avantage d'avoir le patch était très simple, hein, c'est juste positionner une variable d'environnement qui s'appelle GDK Backend. GDK Backend on la positionne à X11 et hop c'est directement GTK va dire on veut forcer l'usage de X11 comme backend et non pas Wayland si on est sous Wayland. Et donc j'ai fait ce petit patch, je l'ai poussé dans ma CI et puis j'ai délivré la 0.38.1 dans la foulée, donc qui corrige ça. Et puis il y a un petit fixe de documentation que j'avais oublié de corriger. Donc voilà, donc un grand merci à Alexandre Derumier de m'avoir soulevé ça, parce que moi je n'utilise pas Wayland, ça viendra, mais pour l'instant je ne l'utilise pas. Voilà. Et donc comme je le disais, je suis en train de travailler depuis un petit moment et je pense que là la 0.38 ou peut-être la prochaine 0.39 ce sera la dernière version qui sera dernière version d'XCPC intégralement écrite en C et avec le support des toolkits X historiques, c'est-à-dire Athena, les intrinsiques, motifs, etc.
ça, dans la nouvelle version, je les ai expurgés. Donc ça, ça deviendra une version Legacy. Et là, j'apporte une version qui va être un peu plus moderne, donc réécrite en partie donc, en C++, avec des toolkits plus modernes, donc avec GTK3, GTK4, et il y en aura peut-être d'autres qui viendront après, peut-être Qt, on verra. Voilà, et c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai débordé un petit peu, mais pas trop. Par contre, je ne sais pas du tout si l'ami Titi Moby stream aujourd'hui. Peut-être que... Est-ce qu'il stream, l'ami Titi Moby? Je vais voir déjà s'il m'a pas envoyé un message sur Twitter. S'il stream, on va aller se débrancher chez lui. Non, il ne stream pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est relâche chez Thierry. Donc, on va terminer ici tranquillement. J'espère que vous passez un bon lundi de Pâques, que vous mangez pas trop de chocolat, bande de petits gourmands et bande de petites gourmandes. Je le sais, vous êtes tous des gourmands ici. Moi, j'ai déjà trop mangé hier, donc aujourd'hui, je crois que je vais faire reposer un peu mon estomac. En tout cas, profitez bien de votre lundi de Pâques. Soyez sages, profitez bien des vôtres. Faites la chasse aux œufs si c'est pas encore fait. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et d'ailleurs, à la fin de la semaine, n'oubliez pas qu'il y a Devox. Et je serai donc à Devox jeudi et vendredi. Et vendredi, donc je donne un talk à Devox vendredi milieu d'après-midi sur Ressuscitons les ordinosaures, donc qui est comment écrire un émulateur d'ordinateur. C'est un talk que j'ai déjà donné. Donc là, je le donne à Devox ce vendredi. Donc on se verra jeudi et vendredi pour celles et ceux qui y seront. Et ça fera plaisir de vous voir et qu'on puisse boire un café, un verre, une bière, n'importe quoi ensemble. Voilà, et donc je serai lundi soir, pas lundi soir, pardon, mercredi soir au 10 des speakers d'Arcadevox. Donc ceux qui sont speakers ou speakeuses, n'hésitez pas à venir me voir, on pourra discuter, passer un bon moment tous ensemble. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la fin de la semaine à Devox pour celles et ceux qui y seront. Moi, je vous dis à bientôt et puis bye bye. Ah bah écoute Céline, moi je serai pas à Mixit par contre, mais je pense qu'on trouvera bien un moment pour se voir en conférence, sur une conférence quelconque. Voilà. Bon allez, je vous dis cette fois-ci bye bye et puis probablement à lundi prochain. Ciao ciao.